Hello les amis, c'est Christophe Concy. On se retrouve pour cette troisième partie sur la saga des Rockefeller, comme disait Jay-Z. Alors on va commencer par pourquoi on n'aime pas les Rockefeller. Faire, on pourrait montrer un visage des Rockefeller uniquement sur ce qu'ils ont fait de mal et les diaboliser totalement sur tout ce qu'ils ont pu faire dans leur vie. Parce qu'il y a tellement d'histoires sur eux, ils sont tellement impliqués, mélange de pouvoir, d'argent, de politique, et ce depuis des générations. Il y a un des frères à un moment qui s'est, donc deux ou troisième génération, je me souviens plus exactement, mais qui s'est carrément lancé en politique et qui a été gouverneur très longtemps, qui s'est présenté deux fois aux élections présidentielles, il a pas été élu. Nelson, voilà, ça me revient. Bon bref, c'est pas le sujet, voilà. Mais voilà, il y a tellement de choses à dire sur eux qu'il faudrait, je sais pas, des années pour en parler. Mais on va clore ce chapitre avec les fameuses maximes dont je vous ai parlé au premier épisode qui vont arriver à la fin. On va clore ce chapitre sur le vernis des Rockefeller pour que ça dégrossisse légèrement. Donc pourquoi on n'aime pas les Rockefeller? Alors déjà on les aime pas parce que forcément ils étaient riches, hein, premier milliardaire, donc ça suscite la convoitise, mais surtout à cause des pratiques commerciales monopolistiques qu'ils ont pu instaurer. Donc sa compagnie, la Standard Oil, elle a souvent été accusée d'éliminer la concurrence par des tactiques jugées anticoncurrentielles, menant un monopole presque total sur l'industrie américaine pétrolière. Puis les façons dont ils faisaient ça à l'époque, c'était très flou juridiquement. Euh, L'exploitation des travailleurs, les conditions de travail dans ces entreprises, notamment dans les mines de charbon, étaient souvent très précaires, les salaires étaient très bas, les conditions de sécurité, on est dans les années 1800, donc vous imaginez, ça n'existait même pas, je pense, à l'époque, ce qui a conduit à de nombreuses grèves, confrontations, même à des massacres. Le massacre de Ludlow en 1914, j'en parlerai un peu plus après. Mais voilà, vous avez aussi l'accusation d'avidité. Bien que les Rockefeller soient devenus des philanthropes généreux, son accumulation sans précédent de richesse, en fait, à une époque où beaucoup de gens vivaient dans la pauvreté, ben, ça a conduit à des perceptions d'avidité excessive. Euh, les conflits avec les mouvements ouvriers, sa réputation a souffert, euh, avec les syndicats, avec les mouvements ouvriers, les grèves, les lockouts, les confrontations violentes, bon, tout ça, voilà, ont alimenté un peu l'image du mal de Rockefeller. Vous avez un moment où il était représenté avec des pieuvres, parce que justement, il absorbait tous ses concurrents. Il y a eu la manipulation d'opinion publique aussi, parce que du fait qu'ils aient du pouvoir comme ça, ben, ils étaient impliqués dans toutes les sphères. Il a aussi, à un moment donné, pour essayer de redorer son blason, forcément, ben, il a dû employer des relations publiques, et ce qui a été perçu comme certains comme une tentative de blanchir sa réputation. Euh, donc voilà, bien qu'il y ait eu d'énormes critiques à l'égard des Rockefeller pendant sa vie et après, il est aussi reconnu pour ses contributions positives. Alors là aussi, il y a des gens qui vont vous dire oui, mais c'était calculé, c'était pour faire de l'enrichissement derrière, c'était pour manipuler les masses. Certes, après, chacun voit midi à sa porte, j'ai envie de dire. De toute façon, je veux dire, tout est toujours orienté. Alors après, il y a des débats qui sont beaucoup plus profonds que ça et qui vont. Mais c'est pas à moi déjà d'en parler parce que je suis ni politicien ni historien et puis je suis pas là pour voilà prendre parti. Moi, je suis juste là pour raconter ce que j'ai lu dans le livre et que j'ai trouvé intéressant de raconter sur ma chaîne. Euh, mais voilà, il a quand même contribué, je pense, à un moment donné à servir l'humanité. Il a quand même créé des choses assez exceptionnelles. Je vais juste revenir sur le massacre de Ludlow, parce que du coup, ça a été ça le premier ras-le-bol, hein. Donc en 1914, donc c'est un événement qui s'est produit, un événement tragique qui s'est produit à la suite d'une grève des mineurs de charbon dans le Colorado. Donc elle a débuté en 1913 et lorsque les mineurs sont employés par la Colorado Fuel et Iron Company, forcément qui appartient à John Rockefeller, ils ont commencé à protester contre les conditions de travail qui étaient plus que dangereuses. Les salaires étaient bas et la domination des compagnies sur leur vie. Euh,
Donc les tensions ont augmenté au cours des mois, ont commencé des affrontements entre les grévistes et puis l'armée qui était embauchée à ce moment-là par la compagnie minière. Et le 20 avril 1914, la situation a dégénéré. Près de la ville de Ludowo, il y a eu un affrontement armé entre les grévistes et les milices, de la garde nationale du Colorado. Et en fait, il y a eu énormément de morts, femmes, enfants. L'événement, il a suscité une indignation nationale. Plusieurs jours d'émeutes ont éclaté dans la région, conduisant à d'autres décès. Et donc, ce massacre-là, il faut savoir qu'il est considéré aujourd'hui comme l'un des incidents les plus sombres du mouvement ouvrier américain. Voilà, c'était pour fermer la parenthèse. Et voilà, tout ça sont venus alimenter le fait que voilà, John Rockefeller, il était sans pitié, etc., etc. Pour passer dans un tout autre registre, là, on va parler maintenant du bâtiment du Rockefeller qui s'achève dans les années 1920. Donc c'est un joli complexe, il est toujours sur pied, hein, donc qui est avec des locaux commerciaux, etc. Et il a été construit pendant la Grande Dépression, justement, qui a servi de stimulus économique et créant des milliers d'emplois. Aujourd'hui, il est célèbre pour sa patinoire, son grand sapin et le Top of the Rock, offrant une vue imprenable sur Manhattan. Le Rockefeller Center, avec son mélange d'art, de commerce et de divertissement, c'est devenu un symbole de l'ambition et de la réalisation architecturale de New York. Donc c'est un monument historique, hein, clairement. Donc pour en revenir à ce que je disais dans l'épisode précédent, donc Rockefeller, il faut imaginer, c'est quelqu'un quand même qui reçoit 1500 lettres par jour lui demandant des dons. Toujours assailli de demandes, en 1880, il en a marre et en fait il décide de structurer toutes ces demandes. Il s'inspira de Andrew Carnegie, qui était le mentor de Napoleon Hill, le célèbre auteur du livre Réfléchissez et devenez riche. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille. Et en gros, c'est avec Taylor Gates qui va industrialiser, parce que lui, tout est question d'industrialisation pour voir ça à grande échelle, et ce qu'on va appeler la philanthropie à vocation universelle. Clairement, c'est un peu ce que font les hommes riches d'aujourd'hui, c'est un peu ce que fait Bill Gates. Même si c'est clairement ce que fait Bill Gates, c'est-à-dire de faire de la philanthropie, mais avec un retour sur investissement. Donc de là sont nés des hôpitaux pour la recherche en médecine, créer des écoles pour contrer l'illettrisme des Noirs aux États-Unis. Et en fait, c'est avec son fils, John D. Jr., qui va prendre en main le fonds et continuer les projets de donation. Donc en France, par exemple, la philanthropie des Rockefeller, il y a une rue d'ailleurs qui porte son nom à Versailles. Il a joué un rôle déterminant dans la conservation du patrimoine historique et culturel français à un moment donné, puisqu'il a contribué à la restauration de Versailles après la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, les Rockefeller sont beaucoup plus discrets qu'à l'époque. Leur fortune, elle est estimée entre 5 et 7 milliards. Alors, les chiffres, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, hein, c'est ce que j'ai lu en tout cas. Et surtout, ils se sont diversifiés, ils exercent toutes sortes de métiers. On n'est plus dans un capitaine d'industrie qui dirige, voilà, et il y a des femmes qui sont avocates, journalistes, etc. L'histoire est beaucoup plus longue que ça, mais j'espère que je vous aurai un peu éclairé et appris des choses sur cette famille. Et maintenant, les maximes qui se répétaient sans cesse, et sa mère aussi d'ailleurs, c'est qu'il faut toujours se méfier de la foule. Une autre chose, si tu veux que ton entreprise soit prospère, sois sur place très tôt. Ne fais confiance à personne, même pas à moi-même. Ça, c'est ce qu'il disait à son fils. Et paie tes dettes et réclame ton dû. Ne fais jamais comme les autres. Et sa mère disait, à gaspillage et honté, horrible pauvreté. Au gaspillage suis pénible pénurie. C'était Christophe Concy. Rendez-vous dans le prochain épisode.